Tutti, grazie di essere qui e grazie particolarmente a Turenne. Molto con Donald Sasson a nome di tutto Palazzo Ducale volevamo ringraziarvi per queste giornate. Sono state giornate molto faticose anche in un clima direi nazionale che molto ha lasciato di preoccupazioni in tanti di noi. Il tema che le diversità normalità, che sono davvero degli antidoti importanti, sia la xenofobia, sia il razzismo, sia la violenza. E mi sembra che con Genova ha anche lasciato al Paese. E con circa 6.000 ragazzi delle scuole. Lo trovo Buonasera, io ho il piacere e l'onore di presentare Alain Touraine. Io mi ricordo il primo libro di Touraine che ho letto, erano l'inizio degli anni 60, quando incominciavo a fare il mestiere di sociologo e Touraine era già un autore famoso per i suoi libri e le sue ricerche scritte in età giovanile. Poi chi ha seguito la sua produzione nell'arco oramai più di mezzo secolo avrà notato che il pensiero di Touraine è cambiato nel tempo, ma non nel senso che sono cambiate le categorie in base alle quali ha cercato di analizzare la società, ma è che è cambiata la società. E quindi il suo pensiero in qualche modo ha anticipato o seguito, questo è un grosso problema, i cambiamenti sociali che nell'arco di questo più di mezzo secolo sono avvenuti nelle società, nelle nostre società. Touraine ha iniziato con gli studi su il lavoro operaio alla Renault, sulla coscienza operaia. I suoi studi degli anni 60 sono prevalentemente orientati in quella direzione. Ma poi è successo qualcosa nelle nostre società. Per esempio, alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70 sono esplosi dei movimenti sociali nuovi che non potevano essere interpretati con le categorie dei movimenti sociali precedenti. E inizia una stagione nella quale Touraine ha messo la sua lente di ingrandimento sui movimenti sociali, partendo dal movimento degli studenti, del maggio del 68, ma poi i movimenti pacifisti, i movimenti ecologisti, i movimenti femministi, cioè quei fenomeni nella storia umana che hanno l'ambizione di, come dire, di plasmare, di dare una forma alla società. E allora la società non è vista come qualcosa di statico che si riproduce, ma come qualche cosa che agisce su se stessa e produce essa stessa dei cambiamenti. Per arrivare poi, attraverso tutti questi cambiamenti, alla contemporaneità, alle società attuali,
ai fenomeni di globalizzazione che modificano strutturalmente le società umane. Bene, ovviamente non posso riassumere neppure in 2 parole questo percorso di studi e di ricerca. Chi lo volesse fare dovrà leggersi, io ne ho contati nella mia biblioteca una 40ina di libri di Alain Touraine, la metà dei quali sono tradotti in italiano anche, quindi sono abbastanza accessibili. La produttività di Alain è una produttività molto elevata e mi raccontava pochi minuti fa sul libro che sta scrivendo adesso e che leggeremo nei prossimi mesi. Ha avuto grandi riconoscimenti, anche qui forse ho perso il conto, ma mi sembra che abbia avuto forse 14-15 lauree ad honorem in università di diversi continenti, anche una in un'università italiana mi sembra, 2, ecco, me ne era sfuggita. Bologna e Roma. Bologna e Roma, quindi, ecco, quindi 50 anni fa, mezzo secolo fa, quando un giovane sociologo, quale io ero, guardava Touraine come a un faro, ancora adesso rimane, perché appunto studia i cambiamenti della società e i cambiamenti producono dei cambiamenti nelle interpretazioni, soltanto che Touraine è sempre un po' in avanti rispetto agli altri, come dire. Ha questa capacità di cogliere le dinamiche in atto e le tendenze in atto, capacità che possono venire soltanto da chi guarda anche alle proprie spalle, cioè da chi non guarda soltanto l'oggi e il domani o dopodomani, ma è capace di guardare anche al ieri e all'altro ieri. Per questo ha un senso che la lezione di Touraine si collochi alla conclusione di 4 giorni di storia che oramai dopo 4 anni Genova continua ad alimentare. Mi fermo qui e do subito la parola ad Alain. Grazie. Buonasera a tutti e tutte e grazie alla Fondazione che mi ha invitato in un monumento tan impressionante. Grazie a Alessandro Cavalli, amico personale e maestro della mia compagna scomparsa. Non è il ruolo di un partecipante in questo congresso, particolarmente quando non è italiano, di presentare opinioni sobre la grave crisi politica che vivono gli italiani nel momento attuale, ma ciascuno sente che gli eventi politici in Italia dimostrano la naturalezza profonda e generale
dello che chiamiamo crisi e che probabilmente è piuttosto un mutamento societale, storico, che cambia tutti gli aspetti delle società moderne occidentali, i problemi economici e politici, tanto quanto tutti gli aspetti delle relazioni fra i generi. Il nostro pensiero nel momento attuale deve essere prudente, ma esso è più importante, ampio e forse più audace. Ma nessuna circostanza mi dà il diritto di imporre un discorso incomprensibile a mezzo cammino fra spagnolo e francese. Adesso devo tornarmi rapido verso una lingua che conosco un poco meglio. Mi dispiace, ma torno al francese. Oui, ce qui a été dit il y a un moment par Alessandro Cavalli me semble une bonne définition du thème écrasant que je voudrais essayer de saisir. Il y a 40 ans ou un peu plus, autour des années 70, Daniel Bell d'un côté, moi d'un autre, avons publié pour la première fois l'un et l'autre des livres qui s'appelaient « La société post-industrielle ». Aujourd'hui, j'ai conscience que la société post-industrielle, telle que nous la définissions de manière différente l'un et l'autre, n'est qu'une phase des ou de la société industrielle, et qu'aujourd'hui, la transformation qui s'opère sous nos yeux, ou la ruine, la destruction et la naissance que nous apercevons, que nous essayons de comprendre, est beaucoup plus étonnante et dramatique. Et si je lui donnais son vrai nom, nous ne saurions pas bien quoi en faire, car j'oserais presque dire que nous voyons se former, nous sommes déjà entrés dans ce qu'on aurait le droit d'appeler une société post-sociale. C'était évidemment une expression un peu difficile à manier, que j'appellerais une situation post-sociale, pour éviter des expressions incompréhensibles, mais pour indiquer que tout change. Et je voudrais, dans le temps incroyablement limité dont nous disposons, je voudrais essayer d'expliquer à la fois ce qui disparaît et pourquoi
ce qui disparaît est remplacé par un ensemble qui a probablement, ou qui aura probablement, la même importance historique qu'a eu la société industrielle dont cette ville a été un des lieux de naissance et de pensée. Je laisse de côté, pour gagner du temps, un retour sur l'idée de société post-industrielle pour dire que moi qui ai en effet commencé ma vie de travail en m'intéressant beaucoup aux technologies industrielles, je dirais que ce n'est pas du tout de ce côté-là qu'il faut chercher la raison d'une mutation. Je dirais presque le contraire, qu'à une des grandes raisons pour lesquelles, peut-être la raison la plus simple, pour laquelle on ne peut plus parler de société industrielle, est que le type de vie et d'organisation sociale que nous avons connu dans l'industrie, dans la production de biens marchands, s'est aujourd'hui répandu dans tous les aspects de la vie économique et sociale. Nous ne sommes plus dans une société industrielle parce que nous sommes tout autant dans une société qui se définit par des transformations analogues du monde des communications, du monde de la consommation et peut-être même du monde de l'opinion et du goût. Il faut donc en venir à l'essentiel tout de suite. Je pense que la raison fondamentale pour laquelle nous ne sommes plus, nous sommes sortis du paradis ou de l'enfer industriel, c'est que vient de s'écrouler devant nous. Quand je dis vient de, je me réfère à la période brève qui va de 1929 à 2008 et par conséquent à 2013 et même 2020. Nous venons assister pendant un demi-siècle à la disparition, à l'écroulement de quelque chose que nous croyions naguère encore éternel, le capitalisme industriel. C'est un phénomène inouï, presque impensable, qu'aujourd'hui, la majeure partie des capitaux disponibles, au moins dans le monde occidental, sont employés sans fonction économique, ne servent pas à l'investissement, ne servent pas au crédit. Le profit, il lucro, est devenu un but en soi, et ceci est devenu possible à cause de transformations en effet technologiques qui font que le transfert des informations d'un lieu à un autre en temps réel, en temps immédiat, permet de faire des opérations financières qui peuvent porter sur des écarts de prix très faibles, mais concernent de très grandes quantités et surtout peuvent être répétées
quasiment toutes les secondes. Pour la première fois, en 1929, le monde occidental, qui était, si on y ajoute presque uniquement le Japon, la seule partie industrialisée du monde, a vécu une catastrophe dont on devrait dire historiquement qu'on n'est pas sorti. Je vais parler de manière un peu excessive, mais pas tellement. Après 29, vous le savez, aucun pays ne redresse son économie telle qu'elle existait avant. La seule solution qui est trouvée par certains pays, mais avec quelle efficacité, c'est la guerre. C'est le réarmement allemand et la préparation de la conquête de l'Europe par le Reich. C'est déjà l'impérialisme militaire japonais qui met à feu et à sang la Chine, la Corée, Taïwan, Formose, à un degré moindre. Et c'est finalement, après les échecs américains, Pearl Harbor, qui en 1941 jette les États-Unis après la destruction de la flotte par les Japonais, dans un réarmement qui les conduira comme l'armée soviétique, mais d'une toute autre manière, jusqu'à Berlin. Et enfin, nous ne pouvons pas parler de l'époque que nous avons vécue, ceux d'entre nous qui étions déjà de ce monde, sans penser aux quelques 50 millions de morts du monde soviétique, soldats et civils, dans cette lutte gigantesque dont le centre porte le nom de celui qui fut à ce moment-là à la fois un des plus terribles et dangereux dictateurs totalitaires et le sauveur de l'Europe à Stalingrad. Après la guerre, comme conséquence de la guerre, les social-démocraties, les welfare states qui se sont répandus sur l'Europe ont été une conséquence indirecte de la guerre qui a aussi compromis des élites dirigeantes. Et c'est la montée, c'est la poussée des syndicats, d'abord en Grande-Bretagne, quoique Beveridge n'était pas Labour, en France avec toute la politique sociale de la libération, de la sécurité sociale aux nationalisations, etc., etc. Et puis la reconstruction, bref, toute cette Sozialmarktwirtschaft dans laquelle nous avons vécu
et qui nous a donné les 50 ou les 30 plus belles années de notre histoire pour la majeure partie d'entre nous, tout ça était, si je peux dire, la fin de la guerre. Et la guerre, ça se termine toujours avec une reconstruction. Et qu'on parle de miracle italien et du rôle de Liri, ou qu'on parle de telle ou telle institution ailleurs, c'est encore bien de cette phase de guerre qu'il s'agit, même dans ses aspects purement économiques ou purement sociaux. Mais dès que cela a été possible, finalement, assez vite, dès 1971, avec l'abandon des accords de Bretton Woods, mais surtout, dès 1973, avec le début de la globalisation, c'est-à-dire la première grande crise pétrolière. Nous voyons réapparaître au grand galop les auteurs de la crise de 29. Nous voyons réapparaître des crises, d'abord régionale ou sectorielle, et puis une un peu plus grosse qu'on appelle une bulle, la bulle des nouvelles technologies 2000-2001, puis des ruines, des faillites de banques et d'entreprises, et finalement cette crise au nom bizarre, la crise des subprimes, qui met à genoux les États-Unis et la Grande-Bretagne, et en Europe continentale qui atteint tout le monde, mais surtout l'Espagne, qui avait décidé, avec une certaine irrationalité, de jouer tout son avenir sur le tourisme et la construction, ce qui fait que l'Espagne avait réussi à construire presque la moitié de ce que construisaient les États-Unis, et à un moment donné, autant ou plus que ce que construisaient l'Allemagne et la France réunies. D'où la situation actuelle de l'Espagne, qui, dans le cas le plus optimiste, ne peut pas durer encore moins d'une bonne décennie. Nous avons donc, à ce moment-là, une transformation dont on ne peut pas exagérer l'importance. La société industrielle, pour nous tous, ça voulait dire quoi? Des ressources économiques qui passent à travers des institutions sociales pour être conformes aux valeurs culturelles des sociétés. N'importe quel étudiant de sociologie, au tout début de sa première année, c'est ça. Or, ce n'est plus vrai. Je dirais presque que nous sommes entrés dans un monde qui est avant tout sauvage, sans loi, sans règles, sans normes et sans valeurs, sans finalité et, au sens le plus fort du terme, sans institution. Je défends l'idée que toutes nos institutions sociales, l'État, la démocratie, la ville, l'école, la famille, la prison, tout ce que vous voulez, tout ça, aujourd'hui, est creux comme une noix vidée. C'est vide de sens. Ça ne veut rien dire, et vous et moi ne savons pas ce que nous voulons dire quand nous employons ces mots, et c'est le sens le plus profond de la crise économique, de la crise politique
que nous vivons en ce moment. On s'amuse, on peut s'amuser à demander, non pas à un étudiant, parce qu'on ne peut pas lui poser des questions aussi difficiles, mais à un vieux professeur, qu'est-ce que c'est qu'une ville? Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Je vous dis, moi, qu'il ne sait pas, parce qu'on ne le sait pas. Au nom de quoi est-ce que j'emploie le même mot pour désigner Bergamo et Lagos, ou le Caire, ou Mumbai? Il n'y a rien de commun. La fonction des villes, c'est le gouvernement du commerce. C'est pas aux Génois que je vais apprendre ça. La fonction des grandes villes, des grandes mégapoles du monde actuel, c'est pas du tout ça. C'est d'organiser le vidage, l'exclusion des paysans d'une économie rurale en chute et en désagrégation. Et on part, des millions de gens partent vers une ville, puis vers une autre, avant d'espérer trouver un emploi, ou sinon un emploi, du moins des activités criminelles qui leur permettent de subsister. La crise, la fin de la société, des sociétés industrielles, c'est très exactement ce que je viens de dire. Puisqu'une partie importante des ressources n'entre plus dans les institutions sociales. Que deviennent ces institutions sociales qui faisaient un pont entre les ressources économiques et les valeurs culturelles, entre l'économie et la culture? Elles n'ont plus de sens. Et qu'est-ce qui se passe? On peut imaginer deux sorties de crise. Dans un petit livre qui existe en italien, que j'ai publié il y a quelques années, en 2009 ou 2010, je pense toujours que l'hypothèse la plus vraisemblable pour le monde occidental, ou tout au moins pour l'Europe, c'est la catastrophe. Les Américains qui ont perdu des capitaux devenus improductifs, enfin ne produisant que du profit, en quantité gigantesque, ont su, comme les Japonais et surtout comme les Coréens, ont su développer d'autres ressources formidables qui sont les ressources technologiques nouvelles. L'Europe, Allemagne comprise, n'a pas réussi à se placer au premier rang dans la construction de ces technologies. Et les Allemands ont remporté de grands succès en sauvant, par des méthodes à la fois admirables et fortement brutales, le meilleur de l'industrie européenne, les machines-outils, les automobiles de tout niveau de qualité et de prix.
ce qui suppose beaucoup de choses, par ailleurs de la plus grande importance qu'ils ont su admirablement sauver. Mais l'Europe n'est leader dans presque aucun domaine, ni des sciences fondamentales, ni de l'innovation technologique, ni des nouvelles méthodes d'organisation des entreprises. On résumerait clairement la situation de l'Europe en rappelant qu'aujourd'hui, elle hésite entre la stagnation et la récession. Songez au pays que vous connaissez le mieux, l'Italie, sans croissance pendant une décennie. Et à ce moment-là, et je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, ce n'est qu'une introduction, mais c'est le coup de tonnerre par lequel qu'il faut d'abord entendre. Ça veut dire que tous les pays occidentaux ont donné la même réponse à la crise qui culmine en 2008 avec la fameuse chute de Lehman Brothers, c'est-à-dire l'endettement. Les États-Unis, là encore, dépassant les Européens de très loin, s'endettant dans des conditions qui nous semblent presque insensées. Mais les Anglais, qui sont responsables à peu près autant que les Américains de cette crise, puisque selon les années, c'était Londres ou c'était New York qui était la première place financière du monde. En ce moment, c'est plutôt New York qui reprend l'avantage, mais Londres l'a eu solidement pendant une longue période. Et les sociologues dans cette salle se souviendront de la surprise que fut le livre, magnifique par ailleurs, de mon ami Saskia Sassen sur les villes mondiales, quand elle a révélé que la ville mondiale numéro 1 n'était pas New York, c'était Londres. Et Londres est la ville du pays qui a choisi la finance mondiale contre l'économie européenne. Et qui, dans la tradition impériale, avec tout ce que ça signifie de connaissances, de savoir-faire, d'initiatives, de réseaux de relations, joue la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, mais en réalité, c'est bien de l'Angleterre qu'il s'agit, occupe une place exceptionnelle dans ce choix qui est le plus important qu'un pays puisse ou pouvait faire au cours des dernières décennies, choisir le